Non, il faut le donner. Pour Si le mari ne veut moi, pas donner ma son- position son- sur ça, elle est claire. Ma petite expérience, c'est qu'il faut le donner. Ça évite les problèmes. C'est-à-dire, tu le dis, vous faites le budget ensemble, les dépenses ensemble. Vous connaissez combien, bon, par exemple, c'est pas tout le monde qui a maison à Abidjan actuellement, ou bien en ville. Vous savez comment vous payez pour les loyers, les factures, tout ça là. S'il reste 10 000, c'est sur 10 000 vous discutez. Moi, je pense que c'est tellement facile à régler. Parce que si j'ai telle somme, que vous savez où l'argent va, il n'y a plus de palabre. Justement, ça révèle le problème de confiance dans le couple parce que les hommes en général ont des dépenses qu'ils ne déclarent pas et qu'ils ne veulent pas déclarer. Comme des femmes aussi qui peuvent ne pas déclarer. Je suis d'accord, je Voilà. m'explique. Hein. Oui, oui. Si le mari, par exemple, il a une deuxième famille ou une petite copine ou une petite amie à qui il donne de l'argent, c'est évident qu'il ne viendra pas déclarer cet argent-là à sa femme. Oui, c'est pour ça que l'autre femme qui a parlé a réglé le problème. Elle dit, vous déclarez votre argent. Et vous avez une petite caisse. Et puis chacun a sa caisse où on ne demande pas de compte. Voilà, et puis le problème est réglé. Mais il n'est pas question, par exemple, d'aller entretenir une fille et de mettre sa famille en difficulté, que la famille ne mange pas, on n'arrive pas à payer sa maison alors qu'on loue une maison pour une fille quelque part, avec les fauteuils dernier cri, et puis chez soi on a à peine des chaises. Ça, c'est irresponsable. Donc, ça fait partie de la nature humaine, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais il est bon que la priorité des dépenses revienne à la famille, qu'on donne la possibilité à chaque partenaire d'avoir un minimum. Parce que quand on peut sortir avec des amis, tout n'est pas un problème de copine tout le temps. Parce que j'ai l'impression aussi que dès qu'on dépense de l'argent quelque part, c'est que c'est pour une copine. On peut même rendre service à quelqu'un, ce n'est pas forcément une copine. Ça peut être une femme que notre femme ne connaît pas ou bien un homme que la femme ne connaît pas. Et je pense qu'il faut se faire confiance pour dire, ok, par rapport à nos objectifs, par rapport à nos orientations, voilà ce que j'ai envie de poser comme acte. L'autre, je ne suis pas d'accord, vous discutez, puis bon, on arrive plus ou moins à trouver le milieu, mais ce n'est pas toujours des soupçons en un point fini. On va parler également de l'avarice dans le couple. Il y a des hommes ou des femmes même qui sont très avares, pas seulement envers les autres, mais envers eux-mêmes. Il y a des hommes ils se maltraitent eux-mêmes. Voilà, qui se maltraitent, qui ont un bon salaire, qui touchent un salaire assez conséquent, mais qui, même pour changer leur veste ou même leurs chaussures, c'est tout un problème. La femme est obligée d'user d'astuces pour que le monsieur se fasse plaisir à lui-même. Et c'est une question finalement peut-être de caractère. C'est discutable. Il y en a qui sont effectivement avares, ils ne veulent pas dépenser. Et puis il y en a, c'est un problème d'éducation, de milieu de vie. Nous autres, on a commencé à apprendre à porter les vestes quand on est arrivé en ville, parce que moi, mes parents n'ont jamais porté de veste. Donc c'est à Abidjan, on est arrivé maintenant à les cérémonies, on t'invite, on dit non, il faut te mettre en veste, parce que donc on apprend un peu à l'aide de ma femme, etc., etc. Je vous l'ai dit une fois, moi je ne le cache pas. Donc je pense que le fait de ne pas se mettre forcément en costume n'est pas forcément synonyme d'avarice. Ah non, c'est juste une image. C'est une image. Mais effectivement, il y a des gens... Il y a quelqu'un qui a un salaire assez conséquent, il a sa vieille voiture qui est là, qui est rafistolée et tout, mais il ne veut pas en changer parce qu'elle roule encore. Bon, ça dépend. C'est-à-dire que si manifestement, parce que j'ai connu des gens qu'on a traités d'avares, qui avaient les moyens, mais qui prenaient les Waroro comme tout le monde, les transports en commun. Et puis on dit, mais le monsieur est là-bas, il ne dépense pas. Mais en train de préparer son coup, et puis vous vous rendez compte qu'il a sorti une maison de terre où il n'a même pas pris de crédit, il paye, les gens sont surpris. Hey, donc voilà ce qu'il a fait. Donc c'est une possibilité qu'il ait fixé comme objectif de construire une maison ou de faire une réalisation ou d'économiser pour les enfants. Donc dans ces conditions, il se prive. Bon, il ne faut pas aller à l'extrême, parce que quand ça ne va pas dans les extrêmes où on se maltraite, là il y a problème. Mais je pense que... Madame Tano nous appelle de Dalois. Madame Tano? Oui. Bon, bonsoir monsieur. Bonjour madame. Oui. Bonjour madame Tano, on vous écoute. Madame Tano, petite question, est-ce que votre téléviseur est allumé? Madame Tano, votre téléviseur est allumé? Non. Madame Tano, vous pouvez couper le son de votre téléviseur s'il vous plaît. Ah, d'accord. J'ai compris. Excusez-moi. Non, on vous attend, on est là pour vous. Donc. D'accord. C'est bon, madame Tano. Voilà, on vous écoute. C'est que vous venez de parler là. Vraiment, il y a des hommes parfois qui sont un peu avares. Voilà, tu fais un peu avare parce que moi-même je vis ces problèmes-là. Je vis ça. Et ce que moi j'ai à dire, c'est qu'il y a des hommes là, parfois quand
Oula, elle est partie. On espère que Mme Tano va nous rappeler. Oui, donc je reviens pour dire que même si aujourd'hui il y a une nouvelle loi qui dit on a les charges à part égale et tout ça, l'homme demeure toujours pour notre culture africaine. Non, pas à part égale, en mesure de ce qu'on a. Donc, voilà. Pardon alors. Donc l'homme demeure toujours le responsable et je pense qu'il y a des hommes qui font quelques difficultés de dépenses, mais qui vivent une retraite apaisée, une retraite méritée. Je connais des gens aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a critiqué d'être avares. Aujourd'hui, ils sont à la retraite, leur famille vit bien. Donc, ce qui, pour moi, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est refuser parfois, on est malade, on refuse d'aller à l'hôpital, se soigner, alors qu'on a l'argent en cash, d'autres personnes doivent dépenser pour nous. Ça, c'est de la méchanceté qu'on soit-même. On ne mange pas. Il y a un minimum quand même. C'est vrai que même si on est en train de construire une maison, même si on est en train de chercher à acheter une voiture. On sait que la nourriture, c'est la santé. Si vous voilà, si on ne mange pas correctement, il faut prendre ses trois repas sans excès. Mais il est bon de savoir que même si on a les moyens, il faut dépenser, il faut bien se nourrir, il faut bien se soigner, mais ne pas oublier demain. Parce que c'est les mêmes personnes qui vous traitent aujourd'hui d'être avare, si vous êtes trop généreux et que vous donnez tout votre argent et que demain à votre retraite, vous n'avez rien, c'est les mêmes qui diront oui, il a pris tout son argent pour farouter ici, il a cherché toutes les femmes, parce que quand on même si vous n'avez jamais cherché de filles, on dit qu'il a pris tout son argent pour chercher les femmes, c'est lui qui se montrait au funérailles ici, aujourd'hui il n'a rien, il n'a même pas de maison et puis on se moque de vous. Donc je pense qu'il faut savoir dépenser avec mesure, il faut faire en sorte que les choses soient équilibrées. D'accord. Docteur, on parle d'avarisme, on va parler aussi de personnes qui sont très dépensières, oui, je pense qui n'arrivent pas à freiner les dépenses. Alors, quand on a dans un couple un homme avare et une femme dépensière, ou l'inverse, une femme économe et... Mais si les deux dépensent, là c'est la catastrophe. Ça pose problème. Ça pose énormément de problèmes, ça pose des problèmes, ça a besoin d'éducation. C'est pour tout ça que il y a beaucoup de problèmes dans les couples, parce qu'on ne communique pas suffisamment sur ces choses. Moi j'ai vécu... Je ne dis pas moi, quand je dis moi, qu'une personne vit dans une famille où on a appris à ne faire que dépenser, c'est l'habitude, vous n'avez pas appris ça, donc ça pose toujours des problèmes. Mais je pense qu'il faut continuer le dialogue, il faut continuer à justifier et on peut y arriver. Mais il est toujours bon d'avoir à l'esprit que même si on sait qu'un jour on va mourir, quelqu'un disait la dernière fois que si on pouvait me donner tout mon argent que je pourrais dépenser dans ma vie et que je peux tout brûler puis je vais mourir un jour, c'est bon. Ça c'est être irresponsable. Parce que la vie ne se limite pas à notre mort. Après notre mort, il y a une vie. Par exemple, on a eu la grâce d'avoir des enfants où on a d'autres parents qui vont vivre après nous. Donc, tant que le monde n'est pas encore fini, il est bon d'avoir cette sagesse dans les dépenses. Donc, on peut dépenser, mais il faut toujours penser à demain. Et je l'ai dit toujours, l'argent, c'est le plus faux ami. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir l'argent, mais demain, vous pouvez ne pas en avoir. Mais si vous n'avez pas rempli suffisamment votre grenier, il est évident que sur la table, vous tombez directement sous la table, c'est dangereux. Monsieur Konaté Mamadou est en ligne, il nous appelle d'Abengourou. Allô? Ah oui, allô? Bonjour, monsieur Konaté. Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, c'était pour soutenir l'idée du vrai qui vient de passer là. Oui. Au fait, selon moi, il n'y a pas de mari qui est avare, quoi. Il n'y a pas de mari avare. Ok. Oula, on attendait votre explication. On espère que vous allez oui. la donner. Il dit il y a des maris avares, il y a des femmes avares, ça existe. Si le mot a été écrit dans le dictionnaire, ça existe. Comme dit, les gens sont méchants, etc. etc. Mais il faut savoir relativiser. Comme je le dis toujours, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Je parlerai de personnes avares. Il y a des besoins de base. Je parlais par exemple des soins. Je connais des gens, ou je connais des gens, ils sont malades, ils ne veulent pas aller à l'hôpital. Pourtant, ils ont l'argent. Ils vont mourir, je ne sais pas si on va mettre l'argent dans le cercueil, ils vont partir avec ou quoi. On leur dit ça souvent. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ne veulent pas manger. Ils refusent de manger. Donc, ils privent les gens qui sont à la maison. Oui, lui n'a rien à faire de manger, etc. etc. Donc, vous ne pouvez pas priver les gens, c'est la nourriture, c'est le médicament de base. Ça, c'est être avare. Les enfants sont malades, on va aller acheter des comprimés dans les rues, alors qu'on peut aller à l'hôpital parce qu'on a peur de payer une consultation, etc. etc. Donc, ça, c'est des gens qui sont avares. Mais ceux qui limitent les dépenses et qui dépensent de façon sage, je pense que c'est des gens sages. Ça, c'est être économe. Ça, c'est être économe. Être économe et être avare. Alors, justement, parler d'avarie, c'est un trait de caractère qu'on a à la naissance ou des circonstances de la vie peuvent nous pousser à devenir avares. Qu'est-ce qui rend les gens avares finalement? Parfois, c'est comme on appelle peut-être héréditaire quelquefois, parce que vous allez voir que si le papa, il est... Vous allez voir, un homme se marie à une fille,
la fille vient voir sa maman pour dire voilà ce que ton fils me fait. Il dit c'est comment ça son papa me mettait haut. Que son père, là, les dépenses de la maison, il s'occupait, il s'en fout de tout. Donc c'est photocopie conforme. Donc parfois ça peut être héréditaire, donc d'éducation. Mais il y a aussi les circonstances de la vie. Vous savez, il y a plusieurs étapes, plusieurs moments de notre vie. Il y a des moments de prospérité, il y a des moments de désert. Il y a des moments où vous avez l'argent, comme Guess Bon Sens le dit, vous avez toutes sortes d'amis. Et j'écoutais une autorité la dernière fois qui disait que quand vous êtes à un poste, le téléphone sonne, c'est sorti dans les journaux, le téléphone sonne sans cesse. Mais dès que vous n'êtes plus à votre poste, vous êtes énervé. C'est le président de l'Assemblée nationale qui le disait à l'occasion d'une cérémonie. Dès que vous n'êtes plus à votre poste, ça ne sonne plus du tout. Et ça vous énerve même d'avoir le téléphone. Et que les quelques rares fois où ça sonne, c'est votre femme qui vous appelle. Vous dites que tous vos amis qui viennent pour bouffer sont partis. Donc, ce sont les circonstances qui font que certaines personnes deviennent un peu dures. C'est-à-dire, ils ont eu l'argent, vous avez venu les aider à bouffer, et puis ils sont tombés, ils vous ont plus revus. Oh Dieu, parfois, il est tellement bon que celui qui est tombé, il peut le relever parce qu'il a été correct, c'est des accidents, c'est des circonstances. En ce moment-là, il va se braquer pour dire, moi, c'est terminé, je n'ai plus d'amis à qui faire confiance. Parce que ceux-là, quand j'en avais, ils étaient là, quand j'étais tombé, ils sont partis, donc je ne peux pas leur faire confiance. Leur amitié n'est pas sincère, vaut mieux ne pas leur donner. Donc ça devient un peu d'avarice, mais de circonstances, j'allais dire, ou d'apprentissage. Docteur, une autre question. Est-ce que vous pensez que l'homme, et ça je la pose encore aux téléspectateurs, appelez pour nous donner votre point de vue, est-ce que même quand la femme travaille, vous pensez que l'homme doit donner de l'argent de poche à sa femme? Je pense qu'il faut... dans ce studio avec Lydie à la caméra qui dit... Je pense que, vous savez, le problème d'amour, c'est un problème complexe, c'est un problème intéressant, on a débattu ici. De temps en temps, faire des cadeaux, donner de l'argent à son épouse, je n'y vois aucun inconvénient. Mais ça ne peut pas être un salaire bis. C'est-à-dire que vous avez quand même un minimum et qu'on est engagé dans un processus de réalisation. Je pense qu'occasionnellement, je peux intervenir pour dire, bon, voici un peu d'argent pour t'acheter quelque chose bien à l'occasion des fêtes, mais il n'y a pas un salaire supplémentaire à donner. Pas un salaire supplémentaire, mais chaque fin de mois, pourquoi pas donner... Ça dépend, c'est-à-dire, c'est ce que je dis, les trucs se font au cas par cas. Si par exemple, votre femme a 100 000, je donne les chiffres comme ça, 100 000, depuis je suis 100 000, votre femme a 100 000 et puis vous avez 1 million, vous savez manifestement que quand même 100 000, c'est quand même insignifiant. En ce moment-là, si vous êtes chose, par mois, vous pouvez donner. Mais si elle a 700 000 que vous avez 200 000, vous n'êtes pas encore venu donner. Pourquoi pas? Pour compléter. Alors, on va y revenir. On a un monsieur qui désire conserver son anonymat. En tout cas, il nous appelle de Dabou. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Bon, c'est pour votre émission. Vous êtes le bienvenu. Voilà, je pense que c'est un sujet très sérieux que vous développez là. Vous pouvez reprendre, on ne vous entend pas bien. Allô, vous m'entendez? Reprenez s'il vous plaît. C'est un sujet très sérieux que vous développez là. Mais il se trouve que se marier à une femme qui travaille aujourd'hui, c'est difficile. Moi, par exemple, ma femme travaille. Il y a une femme qui travaille? Oui, bien sûr, mais je ne connais pas son salaire, mais elle connaît mon salaire. Elle connaît mon salaire, elle a reçu, bon, je lui ai vraiment demandé de me dire mon salaire, son salaire, mais elle a reçu de me montrer son salaire, mais ça ne me dit rien, je sors plus à la maison, je la prête, je la sens qu'elle est malade, en tout cas, je ne sors plus à la maison. Mais il faut dire que le mariage, c'est une question de chance. C'est une question de chance. Tu peux tomber sur une femme qui est bien, comme tu peux tomber sur une autre femme qui est bien, qui est méchante ou bien mauvaise. Donc, ce n'est pas une occasion d'accabler toutes les femmes pour dire que les femmes sont avares, mais ça dépend. Ça dépend des femmes. Donc, vraiment, je voudrais vous dire merci pour cette bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Soyez béni parce que vous êtes un bon mari. Et votre femme a beaucoup de chance. Je crois que Dieu suscite encore des maris comme vous. Combien de temps ça va durer? Je me pose la question si les difficultés apparaissent. C'est-à-dire que ce qu'il dit là est réel, la femme ne veut pas dire, je ne vois pas pourquoi elle ne veut pas dire son salaire, il faut le dire. Vous savez, dans les couples en Afrique, il y a tellement de difficultés parce qu'il y a trop d'intérêt en jeu. Quelquefois même c'est sous conseil des parents. Ah, tu as donné de l'argent à ton mari? Non, moi jamais. Parce qu'elle a vécu une expérience avec le papa qui peut-être l'a maltraité. Donc on va conseiller sa fille pour dire ton argent, il ne faut jamais dire ça à un homme. J'ai entendu des femmes dire moi mon argent, garçon, jamais. J'ai aussi entendu des hommes dire moi mon argent, maintenant femme, jamais. Donc chacun veut escroquer son mari. Je pense qu'il faut apprendre de la hauteur pour dire que quand on rentre dans un couple, c'est pour la vie, c'est un processus et qu'il est bon qu'on se fasse confiance et qu'on puisse se dire mutuellement l'argent.
c'est tellement agréable que quand vous mettez ensemble, par exemple, vous êtes mariés, que vous mettez ensemble pour faire un cadeau de part et d'autre, c'est-à-dire à l'occasion de la fête des mères, par exemple, votre belle-mère existe, vous vit, par exemple, vous mettez ensemble avec votre femme, vous faites un cadeau à la maman. Et évidemment, si ça arrive, vous faites la même chose pour les deux belles-mères. Les deux belles-mères. Je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que le problème souvent se pose aussi quand les bénéfices reviennent seulement ou exclusivement d'un côté. C'est-à-dire c'est toujours les parents, soit de l'homme, qui profitent de quelques retombées des biens du couple, ou c'est seulement les parents maternels. Là, en général, vous êtes rejetés. Oui, elle a bassé notre fils, elle a fait ceci. Donc, je pense que pour que nous-mêmes nous soyons protégés, nous devons gérer ensemble. Si nous voulons nous protéger. Alors, docteur, on est toujours dans les différents cas de figure. Vous avez évoqué un cas il y a quelques minutes, le cas où l'homme est moins bien payé que la femme. Oui. Dans l'autre sens, ça ne pose pas de problème. Mais quand l'homme a un salaire inférieur à celui de sa femme, ça pose énormément de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a le complexe. C'est-à-dire que dans notre culture, c'est l'homme qui est supposé avoir l'argent et sans entretenir la femme. Donc, quelquefois, par orgueil d'homme, voir sa femme avoir plus de moyens que soi, c'est un peu gênant parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment orgueilleux, mais orgueilleux peut-être positifs, qui ne se sentent pas à l'aise de voir leur femme prendre les dépenses ou le devant. Quand c'est pour payer, c'est la femme, ça les gêne. La femme même peut être soumise, elle peut être soumise. Respectueuse. Même un respect parfois qui dépasse les limites du respect acceptable. Donc à un moment donné, le gars, peut-être par l'éducation, à cause de la culture, à cause des amis, oui, il est là, il n'a rien. C'est sa femme qui fait. Quelquefois, la belle famille aussi, encore une fois de plus, joue un rôle néfaste. Parce que quand ils sont au courant que monsieur a 100 000 et que madame a 500 000, on va dire oui, il prend tout son argent pour entretenir son mari et nous, on ne nous donne rien. Mais c'est son mari. De la même manière que c'est sa femme. Quand je défends les femmes, mais je défends aussi les femmes. Vous reconnaissez, docteur, que ce n'est pas agréable à l'oreille quand on dit entretenir son mari. Oui, mais je pense que la société évolue. Et certainement, avec le temps, les choses vont... D'ailleurs, je le dis souvent pour rire, c'est pas rare que des femmes aujourd'hui encouragent des gens, des hommes à les doter en leur donnant l'argent, même si c'est discrètement, on le sait. Donc je vois qu'avec l'évolution de la société moderne, les choses risquent de prendre d'autres allures, mais il est bon que même si le mot entretenir son mari n'est pas mis au premier plan, il est bon que les deux s'entendent, parce que je vous assure que ce n'est pas la chose la plus facile de voir un homme qui a moins que sa femme, et pire encore, quand il est au chômage, j'en reçois à longueur de journée en consultation, soit il a travaillé, il a perdu son emploi, soit il n'a jamais travaillé, ils se sont mariés, et tout s'interprète, en général c'est comme ça, avec les hommes. Quand vous parlez, on va dire oui, madame, maintenant l'argent ne me respecte plus. Quand vous toussez, on dit oui, maintenant on tousse dans ma bouche. Quand vous crachez, on dit maintenant crache. Bon, vraiment, tout devient, ça devient une vie infernale. Donc ça demande beaucoup d'efforts, ça demande qu'on soit aidé, parce que honnêtement, c'est pas facile. C'est pas facile quand on est venu d'une famille où on a eu nos frères qui ont eu l'habitude de s'occuper de leurs femmes, de leurs enfants, nos parents qui l'ont fait. Et c'est ça qui est notre éducation. Et qu'on arrive dans un contexte où on ne peut pas le faire, je vous assure que quelquefois la personne dit bon, vaut mieux peut-être divorcer, ou bien je ne suis même pas encore prêt à me marier. Très bien. Monsieur Haroun est en ligne, il nous appelle de Trècheville. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Haroun. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On parle d'argent dans le couple, on vous écoute. Oui, mais je veux parler de ceux qui ont au moins 2-3 femmes. Oui. Bon, ceux-là, bon, je ne suis pas sûr que c'est de toutes ces femmes-là. Bon, pendant ce temps, il y a d'autres femmes qui travaillent parmi ces femmes-là et qui refusent d'aider leur mari en cas de besoin. Donc, comment vous voyez ça? Alors, pour bien comprendre, vous parlez du cas de la polygamie. Donc, un homme, par exemple, qui a 3 femmes, il y en a 2 qui travaillent, une qui ne travaille pas. Oui. Et ces 2-là refusent d'aider le mari. Oui. C'est bien ça la question. Oui, pour moi, bon, souvent, il y a d'autres maris qui ne travaillent plus. Pendant ce temps, ils ont au moins 2 ou 3 femmes. Et ces femmes-là travaillent. Mais qui refusent de venir à l'aide à leur mari parce qu'ils en ont vu du cas. D'accord. Docteur. Oui, ce sont des sujets qui arrivent malheureusement. C'est très fréquent. Le monsieur, souvent, il prend une femme. Il travaille. Et puis sa première femme, qui parfois est la femme légitime, travaille.
Et puis il va prendre une deuxième femme, parfois même quand la religion le permet, sans demander l'autorisation de l'autre. Et puis la seconde ne travaille pas. Entend la première pour question de jalousie humaine, de femme, elle est jalouse, ça lui fait mal. Et elle essaie de tenir le coup comme elle peut, peut-être avec la religion, le conseil des parents, etc., etc. Et puis patati patatra, comme on le dit, le gars perd son emploi. En ce moment, la femme se trouve dans une position de réaction, ou je ne sais pas comment, de force, de régler ses comptes. C'est parce que tu avais l'argent que tu allais prendre une autre femme. Parce que son idée va plus loin. Si tu n'as pas de ressources que je te donne, qu'est-ce pour que tu n'as pas peur pour aller entretenir ma co-épouse? Ma rivale quand même. Ma rivale. C'est moi qui vais entretenir. Bon, je n'en sais rien. Moi, je ne fais qu'analyser la situation ou de décrire la situation. Donc, c'est des situations qui arrivent et est-ce qu'à ce moment-là, cette femme, on peut la blâmer de se comporter? Moi, je ne blâme personne et je ne blâme personne. Ce que je dis, c'est que c'est difficile. C'est difficile. À ce moment-là, cette femme, cette pauvre femme, pour laquelle forcément je prends parti, parce que je suis une femme également, je trouve son raisonnement tout à fait logique. Oui, bon, là où c'est logique, là où je peux soutenir, c'est quand, parce qu'il y a des religions qui autorisent la polygamie, donc on ne va pas condamner ça, ce n'est pas notre rôle. Mais là où je peux accepter, c'est que quelquefois, le monsieur travaille, il a les moyens, et puis sous prétexte que la première femme, enfin une des femmes, travaille, elle a les moyens, il ne s'occupe pas de cette famille-là. C'est-à-dire la femme a des enfants, votre maman travaille, elle va s'occuper de vous. Et puis on met tout son dévolu sur les enfants de leur femme parce qu'elle ne travaille pas. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. En ce moment-là, demain, si vous ne travaillez pas, les autres risquent de devenir des enfants de la rue parce que leur maman ne travaille pas, vous n'avez pas. Et l'autre femme qui a souffert seule pour s'occuper de ses enfants, je ne suis pas sûr qu'elle ait suffisamment de courage ou le soutien même de ses parents pour l'encourager à dire ça ne fait rien, il faut le faire, personne ne le fera. Et en ce moment, ça crée des problèmes. C'est pour ça que je pense que même ceux qui vivent dans la polygamie de façon légale doivent être justes. Je crois que c'est ce que l'islam, qui est la religion qui accepte cela, conseille. Il faut être juste. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs femmes, que j'ai beaucoup d'enfants, je dois m'occuper des enfants de la même manière. Mais si je privilégie les enfants d'une des épouses, il est évident que si demain je me trouve dans une situation de défaillance financière, ça va être extrêmement difficile que l'autre accepte de prendre la relève pour tout. Mais malgré ça, les femmes noires et les femmes ivoiriennes, c'est ce que j'aime chez vous. Vous aimez tellement vos maris que malgré tout ça, vous pardonnez, vous occupez toujours de vos enfants. C'est ça. Alors, docteur, petite question. Est-ce que vous pensez de ces hommes-là qui sont tellement amoureux, qui s'en remettent complètement au jugement de leur femme pour les dépenses et tout, qui décident, par exemple, à la fin du mois, de remettre l'intégralité de leur salaire à la femme en disant « tu gères ». Oui et non. Si vous avez la chance ou la grâce de tomber sur une femme sage, vous êtes sauvé. Mais si vous tombez sur une femme grave, vous êtes dans une situation gravissime. Parce que si elle est sage, elle va dire c'est l'argent de la famille, mon mari peut-être... Il y a des gens qui se connaissent, savent qu'ils ne peuvent pas garder l'argent sur eux. C'est pour ça qu'il me fait confiance pour que je puisse dépenser. Mais parfois aussi c'est un piège. Il vous donne, mais vous guette. Si demain vous voulez dire qu'il n'y a pas l'argent, ce qui va sortir là, vous avez oublié de dire pardon, il faut garder ton argent maintenant. Donc, pour moi, la solution, ce n'est pas de donner ou de ne pas donner, c'est de définir les dépenses. À la fin du mois, qu'est-ce que je donne pour la popote? Qu'est-ce que je donne pour le loyer déjà fixe? Qu'est-ce que je donne? Et on peut mettre ça à la disposition de la femme pour faire les dépenses. Mais donner tout son argent, si vous n'avez pas de chance qu'elle tombe dans un groupe de manipulateurs, je pense que vous risquez d'être endetté parce que malgré ça, elle risque d'aller prendre encore. Parce que si demain ça manque, vous perdez votre emploi que vous ne donnez plus, elle risque de vous quitter. Je suis désolé. On va en reparler demain. En tout cas, merci docteur pour déjà toutes ces informations et puis vos conseils que vous nécessitez de donner, vos analyses. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, qui avez appelé pour participer à cette émission. Et merci à vous qui êtes devant votre petit écran de partout dans le monde et qui suivez cette émission. On garde le contact. On se retrouve demain à partir de 13h15 sur RTI2. On va en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Soya Lucien qui a un an de plus aujourd'hui, qui travaille ici même à la RTI. On lui fait un gros bisou. On vous donne rendez-vous à vous très chers téléspectateurs demain dès 13h15 sur cette même antenne. Restez sur RTI2, nos programmes continuent.